le charme des petits villages de montagne, ce genre de hameau adossé à la colline où on vient à pied. Ce sont des lieux comme ceux-là qui m'ont donné l'envie de devenir conteur itinérant. Le charme de ces endroits où le temps semble suivre son propre cours, un cours plus lent, plus posé. Enfin, pas toujours. L'un de ces petits villages reste encore aujourd'hui pour moi l'endroit le plus étrange où il me soit arrivé de m'arrêter pour passer la nuit. Ce jour-là, je marchais sur un chemin de montagne escarpé, la nuit était en train de tomber et avec elle, des flocons annonçant la venue d'un temps sous lequel il ne fait pas bon voyager. Le froid commençait à me chatouiller les joues et des petits cristaux de glace se formaient au bout de ma barbe. Je commençais à désespérer de trouver un refuge pour la nuit quand j'aperçus au loin des lumières. Était-ce un village ? Effectivement, à quelques centaines de mètres au-delà du virage suivant, se trouvait un petit village qui, vu la situation, m'apparut comme un petit paradis. Je me hâtais de couvrir la distance me séparant des premières maisons. C'était un village d'origine nordique, vu les sculptures et les bas-reliefs de bois représentant des loups et des ours que je pus voir sur les maisons. Mais aucun fils du Nord ne bravait actuellement le mauvais temps. J'eus vraiment l'impression d'être seul au monde, et s'il n'y avait pas eu les lumières à l'intérieur des maisons, j'aurais pu croire que le hameau était abandonné. Continuant mon chemin vers le centre, j'arrivai finalement, au croisement des deux rues les plus importantes, à un bâtiment dont je reconnus l'enseigne. Il s'agissait d'un panneau de bois peint en vert, sur lequel on pouvait voir se découper la silhouette d'un poney en train de se cabrer. Cela signifiait que le bâtiment était une auberge faisant partie de la guilde du poney fringant, la plus importante guilde d'aubergistes présente un peu partout dans le monde. J'étais pressé de m'éloigner du froid de l'extérieur et de profiter de la chaleur du lieu et, je l'espérais, de celle de l'accueil. Je poussai énergiquement la porte de l'établissement et fus accueilli par une douce chaleur. L'intérieur de l'auberge ressemblait à beaucoup des endroits du même genre que j'avais fréquentés. Une salle principale représentait les 2 tiers de l'espace disponible, elle avait été remplie de façon optimale par des tables et des tabourets de bois. Sur la gauche, se trouvait un long comptoir de bois sculpté, derrière lequel je pus voir l'aubergiste en train de s'affairer à servir les nombreux clients. C'étaient exclusivement des Nordiques reconnaissables à leurs longs cheveux, leur barbe ainsi qu'à leur solide stature. Sans doute les habitués. Dans les quelques niches qui se découpaient au coin de la pièce principale, je ne vis personne, tous cherchaient à se rassembler au plus proche de l'imposante cheminée qui trônait sur le mur droit de l'auberge. Je m'avançai droit vers l'aubergiste, mu par l'implacable désir d'un bon bol de ragoût et de 2 ou 3 bocs de bière afin de raviver le feu dans mon corps engourdi. Bonsoir l'ami, vous m'avez l'air à 2 doigts de rejoindre l'outre-monde. Bonsoir, je dois avouer que c'est peut-être pas passé loin. Une bière au beurre, s'il vous plaît. C'est la saison des grandes neiges qui commence. Comme dit le dicton, l'hiver arrive. Je ne connaissais pas ce dicton. C'est typique de chez nous. Généralement, on rajoute un petit conseil derrière, du genre l'hiver arrive, il est temps de sortir le bois, ou alors l'hiver arrive, il est temps de sortir les tricots. L'un des clients accoudé au comptoir juste à côté de moi, un vieil homme au visage sculpté par le froid et les années, rajouta sa version. L'hiver arrive, gaffe aux marcheurs blancs. Intrigué, je lui demandai ce que c'était qu'un marcheur blanc. C'est ce que t'as failli devenir, petit. Ça veut dire que quand l'hiver est là, faut faire attention parce qu'il y a des gens qui se perdent dans les montagnes. Alors on doit être vigilant pour essayer de pas les louper, histoire de pas les retrouver tout raides à la fonte des neiges. Cette dernière remarque fut ponctuée des rires gras des autres clients. Personnellement, l'idée de me retrouver figé dans la neige jusqu'au dégel ne me donnait pas vraiment l'envie de rire, mais plutôt celle de me réfugier dans la chaleur du boc de bière que l'aubergiste venait de déposer devant moi. Je l'avalais quasiment d'une traite avant de commander un bol de ragoût d'ours qui, on me l'assurait, était la spécialité de l'auberge et de la région. La soirée se poursuivit encore quelques heures, j'écoutais avec attention les histoires racontant la vie des gens de ce village. Les chasses leur permettaient de se procurer de la viande fraîche et de réaliser un petit commerce de peau dans les marchés des villes plus au sud. Accessoirement, c'était aussi l'occasion pour les hommes du village de montrer leur valeur à tous, et surtout aux villageoises. J'eus même le droit au récit des grandes chasses d'autrefois, quand les hommes devaient lutter contre les meutes de loups géants aujourd'hui disparus. Je m'apprêtais, repu de ragoût, de bière et d'histoire, à aller me coucher dans une des chambres du premier étage, quand il se produisit un étrange phénomène. Alors que je saluais l'aubergiste, les flammes des lanternes accrochées derrière lui changèrent d'aspect. Je ne parle pas d'une simple variation de forme, mais d'un changement plus profond. Les flammes semblaient non seulement plus fortes, mais aussi plus droites, comme si elles avaient été sculptées dans une sorte de cristal. Leur couleur aussi avait changé, passant d'une lumière jaune tamisée à un cramoisi des plus intenses, comme si on les attisait avec le soufflet d'une forge. Ces changements transformèrent l'ambiance chaleureuse et reposante de l'auberge en quelque chose de beaucoup plus lourd, presque comme si on venait de projeter le bâtiment tout entier dans un four chauffé au rouge. J'allais interpeller l'aubergiste pour lui demander si tout ceci était normal, lorsque j'ai croisé son regard. La lueur dans ses yeux, et je le remarquais maintenant, dans les yeux de tous les habitués autour de moi,
avait elle aussi changé du tout au tout. Ils semblaient fixer un point situé au loin dehors, et ce malgré les murs qui leur coupaient la vue. Toutes les conversations avaient cessé d'un seul coup, et on ne pouvait plus entendre que les crépitements du feu dans l'âtre. Je passai machinalement ma main devant le regard du vieil homme à côté de moi, pas de réaction. Puis aussi soudainement que le premier changement, tous se mirent à se déplacer en se dirigeant vers la porte de l'auberge. Malgré tous mes efforts pour essayer de les faire réagir, aucun d'eux ne semblait vouloir s'arrêter. Un à un, ils sortirent tous dans le froid. Juste avant que l'aubergiste ne sorte, je me jetai contre lui pour essayer de le retenir. Il semblait hésiter une fraction de seconde, avant de m'asséner un coup de poing monumental au creux du ventre et de me soulever pour me mettre sur son épaule gauche. Marchant dans le froid, il rejoignit une longue file constituée, je le réalisai assez vite, de tous les habitants du village, quel que soit leur âge. Ils marchaient tous, certains pieds nus, d'autres en pyjama, au cœur de la nuit froide, droit vers une destination que je ne pouvais voir. J'essayais péniblement de crier au secours, dans l'espoir de faire agir l'un des villageois, ou, encore plus fou, que quelqu'un qui ne soit pas en transe puisse m'entendre et vienne arrêter cette horreur. Après une éternité de marche dans la neige, nous arrivâmes bien malgré moi à une grande bâtisse. J'aurais pu croire que c'était une église, si je n'avais pas vu l'énorme tête de dragon sculptée qui en ornait la façade. Elle ressemblait aux autres maisons du village dans sa conception, à ceci près qu'elle devait bien faire une 50aine de mètres de long et une 30aine de large. Nous entrâmes finalement, moi, l'aubergiste et tout le reste du village, dans cet étrange endroit. Arrivé à l'intérieur, l'aubergiste me jeta, tel un sac de pommes de terre, sur le sol. Peinant à me relever, je ne réalisais pas tout de suite que j'étais littéralement encerclé par les villageois qui me fixaient tous. Lentement, je croisai le regard de leurs centaines de perdus. En remontant le mien vers le fond de la pièce, je pus le voir pour la première fois. Il était assis sur une énorme chaise, où un géant de pierre aurait pu sans doute se tenir à l'aise. C'était un personnage à la stature plus qu'imposante, et à mesure que je remontais vers le sommet de cette montagne vivante, je remarquais les détails de sa tenue et de son anatomie. Il portait une paire de bottes en fourrure d'ours noir, mais ses jambes, semblables à des troncs d'arbres, étaient nues. Je pus voir qu'il portait un pagne, lui aussi de fourrure. Son torse et ses bras étaient aussi nus, à l'exception d'un bracelet de dents d'ours et d'un collier où pendait un crâne de loup. Mais ce qui était encore plus impressionnant que tout le reste, c'était son casque qui arborait deux énormes bois de caribou. Vu l'envergure, je pense que la bête qui les portait devait au moins faire dans les 400 kilos. Je restais estomaqué devant la vision de cet être comme si j'étais face à un héros tout droit sorti de l'ère primordiale, avant même que les hommes ne portent ce nom. D'un simple geste de la tête, il ordonna qu'on m'approche de son trône. Je fus traîné immédiatement jusqu'à lui par deux villageois. Arrivé à ses pieds, on me jeta à genoux contre le sol. Il se mit alors à me parler et je fus frappé par sa voix. Pas seulement par les accents gutturaux, mais aussi par la puissance que j'y ressentis. J'eus l'impression profonde que d'un simple cri, il pouvait projeter l'ensemble des personnes présentes ainsi que tous les objets, tout ce qu'il y avait devant lui, au travers des portes géantes restées ouvertes derrière moi. Il semble que nous ayons un invité de marque. Es-tu bien celui que l'on nomme Pas d'ours ? Je restais le regard vissé au sol. Réponds-moi. Oui, c'est moi. Es-tu celui qui conte les histoires partout où le mènent ses pas ? Oui, c'est moi. Alors tu peux me servir. Tu vas propager ma parole et ma légende, partout dans les royaumes. Car sache que tu es au pied de celui qui maîtrise les flammes, sans pierre ni amadou. Contemple avec crainte celui que certains appellent... Bob. À ces mots, l'ensemble des villageois reprit en chœur. Celui que certains appellent Bob. Je suis l'avatar de la flamme, du puissant parmi les puissants, du grand porteur de chaleur, de celui qui enflamme les fondements des corps et des esprits, du seul protecteur du foyer, le grand du nudisme. Et la congrégation reprit encore en chœur. Du nudisme. Va, gamin, et raconte ce que tu as vu ici afin que tous me craignent et se préparent à ma venue. À la fin de sa phrase, alors que sa voix résonnait telle une avalanche vers le toit et qu'il se leva dans un geste de triomphe, les bois sur son casque s'enflammèrent d'un rouge vif et d'un geste de la main, il commanda aux villageois de sortir. Les deux villageois qui m'avaient amené jusqu'à lui me relevèrent et m'emportèrent vers la sortie. Dans un dernier regard, je pus voir les deux portes géantes se refermer sur celui que certains appellent Bob, entouré de femmes. C'en était trop pour mon cerveau qui choisit d'aller faire un tour dans un endroit moins chaotique. Je m'évanouis alors que j'étais porté vers l'inconnu. Je me réveillai le lendemain dans un lit de l'auberge, la tête me tournait, j'avais mal au crâne et au ventre. Rassemblant mes affaires, je descendis péniblement l'escalier menant à la salle principale de l'auberge. Il n'y avait que de rares clients qui eux aussi essayaient péniblement de remettre en marche leur cerveau. L'aubergiste, debout derrière son comptoir, était lui à peu près en état et servait les petits déjeuners à base de miel, de viande séchée et de pain. À ma mine penchée et mon regard cerné, il sut tout de suite que la nuit avait été mouvementée.
Qu'est-ce qui vous est arrivé? On dirait que vous avez passé une drôle de nuit. Ça on peut le dire, j'ai fait un rêve bizarre. Un rêve bizarre agréable? Ou bizarre dans le sens qui dérange? La deuxième version, il y avait vous et tous les gens du village, et puis une sorte de grand type avec des cornes qui maîtrisait le feu, et puis des femmes. C'est toujours bien les rêves avec des femmes. Pas celui-là. Vous m'avez même frappé. Ça m'étonnerait. Comment je pourrais conserver ma licence si je me mettais à frapper les clients? Vous avez bien chargé la besace hier soir. La bière au beurre, c'est traître quand on n'a pas l'habitude. C'est pour ça que vous avez fait un rêve aussi étrange. Sans doute. Je crois que je vais prendre un peu de pain, de miel et je vais repartir tout de suite. Marcher me fera du bien. Comme vous voulez, et n'oubliez pas de parler du village, histoire de faire venir des clients. Oui, avec plaisir. Empaquetant mes affaires et mes provisions, je déposai quelques pièces sur le comptoir avant de me diriger vers la sortie. Juste au moment où j'allais passer la porte, l'aubergiste m'interpella une dernière fois. Et surtout, n'oubliez pas de parler du nom du village. Il est un peu compliqué. Je l'ai écrit sur un papier que j'ai mis dans votre sac. Je sortis le petit papier sur lequel était écrit Vortronen som Kaldelbob. Ah oui, c'est vrai que c'est pas banal comme nom. Ça veut dire quoi déjà? C'est un dérivé du vieux nordique. Ça veut dire là où trône celui que certains appellent Bob.